Bonjour à tous, on va attendre quelques instants avant de démarrer, le temps que les participants arrivent. Bonjour, on entend encore quelques personnes et on va pouvoir démarrer bientôt. OK, let's go. Bonjour à tous. Bienvenue à notre séance d'information à ce webinaire sur l'appel thématique Orbit Santé. Donc, une petite introduction pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Charles-Antoine Russell, chargé de compte chez Medtech+. Donc, voici un petit ordre du jour, un petit rappel là, du contexte et de l'objectif de cet appel à projet. Présentation de l'éligibilité, pas juste des organismes, mais aussi des projets. Ensuite, comment ça va se dérouler le processus de soumission, les évaluations de projet, quand est-ce que vous allez recevoir les lettres d'octroi. Et on termine avec une séance de questions-réponses. Donc, voilà, c'est parti. C'est quoi le lien entre la Station spatiale internationale et le cercle polaire arctique? Bon, oui, il fait froid, mais c'est loin. Mais encore, c'est pas juste loin, c'est aussi isolé. Et cet isolement-là, géographique, en fait, ça comporte un amalgame d'enjeux, surtout au niveau des soins de santé. Vivre dans une communauté qui va être dans un milieu isolé, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans une région éloignée, en fait, ça vient avec beaucoup d'enjeux au niveau des ressources. Le ravitaillement coûte cher, le ravitaillement est lent. Des fois, ça peut prendre quelques semaines, voire des mois, et c'est vraiment difficile de gérer dans le fond, son autonomie lorsque ces ressources-là sont restreintes. Donc, il y a de plus en plus de solutions, en fait, en télémédecine ou des médecines en autonomie qui permettent à adresser ces défis-là pour ces communautés, qu'elles soient rurales, éloignées, nordiques, dans l'espace. C'est justement pour répondre à ces besoins-là, à ces défis-là est née l'initiative de lancer l'appel thématique, tout ça avec le soutien financier de l'Agence spatiale canadienne. Donc, l'objectif de cet appel, c'est vraiment de supporter la recherche et le développement ainsi que la validation des solutions qui vont combler les besoins mentionnés un peu plus tôt, favoriser l'autonomie des praticiens dans ces régions-là. Euh, le plus, c'est vraiment de se rapprocher à une équité de service entre ces régions-là qui ne sont pas métropolitaines. Au centre-ville, on a vraiment beaucoup de services, mais on essaie que ce soit plus égal dans les régions plus éloignées ou dans les missions dans l'espace. Maintenant, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est génial, mais l'appel thématique, c'est pour qui? Qu'est-ce qui va être admissible? Donc, cet appel thématique-là a été créé pour des entreprises canadiennes, tout d'abord. Les entreprises doivent être incorporées au fédéral, mais aussi doivent avoir leur siège social au Canada et ne pas être détenues à plus de 50% par d'autres organismes. Donc, ça veut dire qu'une multinationale doit avoir euh, leur siège social au Canada pour être admissible et ils ne peuvent pas avoir, mettons, un siège social en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Et aussi pour cet appel, il faut être membre Medtech+. Si vous n'êtes pas déjà membre, dans l'entreprise peut devenir facilement membre en ligne. On va vous accompagner avec le processus que je vais énumérer un petit peu plus loin. Petit bémol aussi, les organismes directement contrôlés par l'État, donc les organismes publics, peu importe le palier, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, n'ont pas le droit d'appliquer directement. Par exemple, la Ville de Montréal n'a pas le droit de déposer un projet. Les établissements de recherche ou de santé publique non plus directement, mais on va voir plus tard qu'il va pouvoir y avoir des offres de services, qu'il va pouvoir y avoir certaines dépenses, certains objectifs qui vont pouvoir être accomplis dans ces établissements-là. Donc, également aussi, pour des raisons évidentes, les entreprises en mauvaise créance avec les gouvernements, que ce soit provinciaux ou fédéraux, n'ont pas le droit d'appliquer. On va faire des petites vérifications par rapport à ça. Euh, En termes de projet, qu'est-ce qui va être admissible? Ben, d'abord, j'aimerais vous dire que cet appel-là est un concours. Donc, il y a la possibilité de déposer seulement un seul projet par entreprise. Euh, donc, voilà.
Veuillez vraiment choisir le scope de votre projet, ben, l'étendue, en fait, les objectifs, puis le budget, parce que vous avez seulement le droit de déposer qu'un seul projet. Pour la nature des dépenses de ce projet-là des objectifs, en fait, c'est des projets de recherche et développement d'innovation technologique en lien avec la thématique, comme j'ai dit plus tôt un petit peu pour favoriser l'autonomie des professionnels de santé en régions éloignées. Je vais couvrir plus les points prioritaires par rapport à ça et les critères d'évaluation un petit peu plus tard. Le but aussi, c'est vraiment de favoriser une adoption à court terme sur les marchés terrestres. Donc, des technologies qui vont être applicables pas juste dans l'espace, pas juste pour les astronautes, mais aussi qui vont avoir une adoption assez rapide sur les marchés terrestres. C'est pour ça qu'on a positionné cet appel-là avec un TRL de départ entre 4 et 7. Pour un petit rappel, le TRL, c'est l'échelle de maturité technologique. À un TRL 4, il faut avoir un prototype, puis il faut déjà être capable de commencer dans les activités, de démarrer les tests en laboratoire. Ça donne un petit exemple. Au niveau des modalités de financement, donc c'est beau de parler de tout ça, mais c'est combien d'argent? Et c'est quoi les modalités? Tout le monde est ici un peu pour ça. Donc, la subvention est un maximum de 300 000 par projet. C'est une contribution financière non remboursable, donc c'est vraiment une subvention en tant que telle. Le but de cet appel-là est de favoriser aussi surtout les PME. Donc, les subventions vont couvrir jusqu'à 75 des dépenses d'une PME. Quand je dis PME, c'est selon la loi fédérale, en fait. C'est 499 employés et moins. Les grandes entreprises ont le droit d'appliquer également, mais ils vont avoir une subvention qui va être plus basse. Donc, c'est à 50 pour les grandes entreprises, donc 500 employés et plus. Il n'y a pas de cofinancement public pour cet appel-là. C'est vraiment un court appel pour des petits projets qui vont durer environ 9 mois. Les dépenses admissibles sont celles de R&D, comme j'ai dit, de recherche et développement, principalement des salaires, parce que dans les objectifs, en fait, c'est pour favoriser, en fait, le développement du personnel hautement qualifié en lien avec ces projets-là. Donc, comment ça fonctionne un petit peu au niveau de la subvention, au niveau du cash flow, des décaissements et tout ça, c'est qu'on donne une avance qui représente à peu près 50 de la subvention à la signature de l'entente de recherche. Donc, vous soumettez vos projets, on évalue vos projets. Une fois que les projets qui vont être sélectionnés pour être les bénéficiaires ultimes, en fait, vont avoir une entente de financement. À cette signature-là, on va pouvoir faire le premier décaissement qui va représenter 50 de la subvention, donc 150 000 Et à la fin du projet, on va procéder par remboursement. Donc, ça va être important de garder vos preuves justificatives, vos reçus, puis d'avoir les slips de paye, puis tout ça parce qu'on va auditer ces dépenses-là pour être sûr de rembourser, en fait, pour être sûr que vous avez accompli toutes vos dépenses du projet. Ensuite, un petit exemple des dépenses admissibles. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail plus tard, mais le cadre, en fait, c'est que vu que c'est des projets, il faut que ce soit des dépenses qui sont associées à des objectifs. C'est pas nécessairement un chèque en blanc, c'est vraiment des objectifs clairs avec des dépenses, puis c'est défini sur le temps, donc la période de 9 mois qui va être du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024. Donc, les dépenses engagées ne pourront pas seulement sortir de ce cadre-là. Il n'y aura pas d'extension possible pour les projets. Donc, les dépenses engagées, c'est vraiment vos organismes soumissionnaires. Donc, les entreprises déposent, ça va être les dépenses de l'entreprise. Comme j'ai dit plus tôt, il y a la possibilité d'avoir des offres de services, que ce soit de la part de consultants ou de centres de recherche publics ou privés. Tout est aussi longtemps que c'est justifiable pour l'accomplissement du projet, en fait. J'ajoute aussi un petit bémol, en fait, c'est que pour les offres de services, tout ça, vu que la période d'admissibilité des dépenses est assez courte, entre le 1er avril et le 31 décembre, donc si votre projet a besoin d'une approbation éthique en lien avec ça, je prends par exemple un projet avec un centre de recherche, puis il faut avoir de l'accès aux données, ben, c'est fort probable que ce projet-là va être pas nécessairement à risque, mais ne va pas passer parce qu'en fait, les processus éthiques vont prendre beaucoup de temps, puis vous n'avez pas nécessairement le temps de compiler en fait vos dépenses durant ce projet-là. Comme dans le processus de montage de projet, notre équipe de chargé de compte va vous accompagner. En fait, on va prendre une rencontre avec vous pour on va s'assurer de voir si ces scénarios-là sont possibles avec vous. Si vous avez déjà les approbations éthiques, si vous avez déjà des offres de services pour votre projet, tant mieux, mais sinon, ça va être compliqué à organiser tout avant, considérant que les dépôts sont quand même assez rapides, là. Je vais couvrir le calendrier plus en détail tantôt, mais le dépôt final est quand même le 15 mars, donc dans un mois. Sinon, une petite liste des dépenses admissibles. Puis inquiétez-vous pas, les dépenses admissibles sont tous présentes dans le guide. Puis, si vous avez des doutes au sujet des dépenses, là, veuillez juste contacter votre chargé de compte ou nous contacter à la projet, puis on va vous assigner un chargé de compte
qui va pouvoir regarder en fait les dépenses avec vous pour savoir, OK, ça c'est admissible, ça c'est pas admissible. Donc, principalement des salaires, des bourses. Je ne vais pas passer tout à travers, mais je porte quand même une attention particulière au fait que les dépenses de consultation, que ce soit des consultants externes ou des offres de services avec des centres publics, le maximum est de 30 du budget total. Et pour ce qui est aussi de l'achat et la location d'équipements, par exemple, une imprimante 3D de grade qui imprime du silicone de grade médical, juste par exemple. Le maximum, c'est 25 du projet. Donc, c'est pas nécessairement une subvention pour acheter que de l'équipement, tout ça. Si ça fait partie des objectifs du projet de l'avoir, oui, mais en autant que ça ne dépasse pas le 25 dans les objectifs, et quand même la formation de personnel hautement qualifié. Ça, c'est la deuxième page des dépenses admissibles. Donc, je vous laisse regarder ça aussi, puis vous pouvez toujours consulter le guide, là, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. Donc ici, pour un petit résumé des dépenses non admissibles, tout ce qui est avant les projets, en fait, avant ou après les projets, donc c'est vraiment cadré dans la date. Donc sinon aussi, tout ce qui est frais de fonctionnement habituel, c'est pas nécessairement admissible. Le loyer, l'hypothèque, maintien de la pays, c'est pas admissible. Votre facture d'hydro n'est pas admissible. Donc c'est vraiment, puis quand on parle de salaire, c'est vraiment les gens dédiés au projet en recherche et développement. Donc, par exemple, des ingénieurs ou des développeurs qui vont travailler sur le projet. Ça peut être nécessairement des personnes de l'équipe de marketing, de communication, vu que c'est des projets en R&D. Aussi, un petit bémol par rapport aux ingénieurs et au staff, en fait, euh, si votre, si votre personnel s'engage à 50 sur les livrables du projet, seulement 50 de son salaire va être couvert, justement parce que sinon, le reste, on considère ça comme des activités de fonctionnement habituelles. Aussi, sont sur d'autres projets, mais vu que ça sort du corps du projet, ça ne sera pas nécessairement admissible. Euh, donc, c'est ça. Pour ce qui est aussi de la location ou l'acquisition d'équipements puis la construction, j'en ai un peu parlé. Bon, maintenant, au niveau des processus de dépôt, ça, j'en ai un peu parlé avec l'accompagnement, mais je vais y aller quand même un petit peu plus en détail. Donc, comment qu'on procède pour déposer un projet? Il y en a déjà de vous qui nous ont déjà contactés. Donc, merci. La plupart du temps, comme c'est un concours, euh, en fait, même si c'est un concours, notre équipe de chargé de compte va quand même vous accompagner dans le montage de votre projet pour s'assurer que vous ne travaillez pas nécessairement dans le vide, puis que votre projet est sûr qu'il va être admissible, puis maximiser les chances, en fait, dans ce concours-là. Il faut d'abord nous contacter directement par votre chargé de compte. Si vous n'avez pas encore de chargé de compte, il y a l'adresse projet@medtech.ca que vous pouvez écrire un petit courriel, vous êtes intéressé par l'appel. Après ça, on va vous transférer pour prendre un rendez-vous avec un de nos chargés de compte. Dans le guide, ou sinon dans la présentation qu'on va pouvoir partager plus tard, il y a également un lien pour prendre un rendez-vous directement avec une de nos chargés de compte. Euh, voilà. Donc, on vous fait une petite introduction. En fait, on va essayer de cadrer votre projet avec vous, s'assurer que les dépenses vont être admissibles, que ça va rentrer dans votre calendrier aussi, au niveau des octrois, au niveau de l'obtention de l'argent. S'il y a des programmes alternatifs ou des programmes qui seraient plus avantageux, par exemple, s'il y a beaucoup de dépenses qui sont au niveau du centre de recherche, ça va dépasser les 30 ça serait peut-être mieux de déposer dans un autre programme. Fait que nos chargés de compte vont vraiment vous accompagner pour être sûr que ce soit vraiment le bon programme et le bon concours aussi. À noter aussi que vu que c'est un concours, on peut vous aider aussi à trouver du financement alternatif au cas que vous déposez, puis vous n'êtes pas malheureusement pas retenu. Donc, il y a d'autres méthodes de subvention pour ce genre de projet-là. On vous accompagne tout à travers ça. Ça fait partie de notre offre, en fait, d'adhésion en tant que membre Medtech Plus. On bénéficie vraiment d'un accompagnement serré. Pas juste pour cet appel-là, mais pour tout autre type de besoin qu'on peut combler. Euh, donc, c'est pas mal ça. Puis aussi, tu sais, vous demandez peut-être, en fait, il est où l'énoncé de projet, tout ça, puis la feuille de budget. En fait, c'est votre chargé de compte qui va vous le transmettre directement. On veut vraiment s'assurer d'avoir un premier contact avant de vous donner les documents pour pas que quelqu'un arrive la veille et dépose un projet, nécessairement qui est pas admissible pour sauver du temps, en fait, à tout le monde. Je ne vais pas passer à travers tout l'énoncé de projet, mais quand même, je vais vous parler de la grille d'évaluation parce que ça va être important. Puis les sections aussi qui vont être couvertes dans l'énoncé de projet. Vous allez pouvoir aller un petit peu plus en détail avec votre chargé de compte au niveau des sections à remplir. Ils vont vous guider à travers tout ça. Mais grosso modo,
On voit ici que, premièrement, la pertinence, la description de votre entreprise. Est-ce que vous rentrez au niveau admissibilité? Ça fait combien de temps que vous avez des activités de R&D? La pertinence de vos participants aussi, vu que c'est des dépenses à l'interne, on va vraiment voir s'assurer que les participants, les ingénieurs, les devs, les experts cliniques ou peu importe, vont être les bonnes personnes pour participer à ce projet-là. Ensuite, on a une description standard du projet, un peu comme dans nos autres appels, si vous êtes habitué à nos formulaires, mais je vous fais un petit résumé. L'état de l'art, donc les références scientifiques, les données sur le besoin clinique. C'est quoi le besoin clinique? Vraiment le cerner. Est-ce qu'il y a des technologies qui adressent déjà ces besoins-là et en quoi la vôtre, votre solution est un edge, un atout contre ces technologies, en fait, contre la compétition, que ce soit direct ou indirect. Il va falloir aussi justifier votre TRL de départ, donc justifier que vous avez bel et bien un prototype et que vous pouvez commercialiser dans un avenir assez proche, vu que ça fait partie des critères d'avoir des retombées assez rapidement au niveau des marchés terrestres. Il y a également un plan de travail standard, donc vous énumérez tous vos objectifs associés à des livrables qui vont être associés aux participants de votre projet. Euh, voilà. Je vois déjà une question dans le Q&A. Je vais répondre juste je vous ai pas oublié, mais je vais répondre aux questions à la fin. À la fin. Ce sera pas bien. Par la suite, il y a des retombées anticipées aussi, que ce soit au niveau scientifique. Donc, c'est quoi les percées dans le domaine scientifique que vous apportez avec votre solution? C'est quoi les retombées de l'entreprise? C'est quoi, au niveau du projet que vous apportez concrètement? Les données aussi, en fait, pour votre entreprise, là, est-ce que les données vont servir à lever une rente d'investissement? Ça va vous permettre de commercialiser plus tôt, etc., etc. Sinon, il va y avoir aussi les retombées sociales et économiques pour le Canada. Quand on parle de social, on parle de l'amélioration de la condition de vie des patients, l'amélioration du parcours de soins des patients. Combien de patients on peut traiter de plus par année, par exemple? Sinon, aussi au niveau économique, c'est combien d'emplois directs et indirects ça va générer. Pas juste le projet, mais aussi au final, lorsque vous allez commercialiser, combien d'emplois vous allez générer, puis combien de personnel hautement qualifié vous allez développer à travers tout ça. Il va y avoir aussi au niveau de la gestion du plan de maturation. Donc, la gestion de la propriété intellectuelle va être importante parce que vous êtes propriétaire de l'API, c'est le droit de la commercialiser, etc. Son exploitation, comment vous allez commercialiser. Votre stratégie d'adoption aussi, après avoir fait des essais pilotes, par exemple, votre stratégie d'adoption, c'est de commercialiser au Québec puis dans le reste du Canada, etc. Je prends juste ça comme exemple. Sinon, une autre section importante, ça va être la gestion de risque. Cette fois-ci, va être sous plusieurs aspects. En fait, on voulait vraiment couvrir les aspects commerciaux, réglementaires, tout ça séparément, puis aussi les risques en lien direct avec l'exécution du projet. Par exemple, c'est difficile de recruter des gens, donc notre gestion de risque, c'est de commencer à recruter des gens tout de suite, puis on a des backups au niveau étudiant, puis tout ça, peu importe votre chargé de compte vous accompagner plus dans ces critères-là. Sinon, le dernier critère, c'est le plus important, c'est le critère en lien avec la thématique. C'est quand même un 8 points sur 35, donc c'est vraiment important de prendre le temps de bien remplir cette section-là. Il va y avoir des éléments qui vont être détaillés dans les autres sections, mais ça va vraiment faire un résumé de tout ce que vous avez couvert, d'en faire un résumé et en quoi le projet rentre dans cette thématique-là. Un petit peu plus de détails par rapport à la thématique, justement. Donc, pour le développement de la technologie, ben, il faut que ce soit bien sûr des projets de R&D. Il faut favoriser le développement de personnel hautement qualifié. La technologie doit être pertinente pour les besoins dans l'espace, mais aussi applicable pour les communautés dans les régions éloignées, comme j'ai dit plus tôt. Sinon, les dernières portions du critère, c'est de générer des retombées tangibles. Puis, comme j'ai dit aussi, le potentiel d'adoption à court terme sur le marché terrestre, c'est correct si la solution n'est pas adoptée à court terme dans l'espace pour les astronautes, mais qu'il y a quand même une portée commerciale au niveau des marchés terrestres pour stimuler l'économie du Canada, en fait. Ça, je peux parler. Puis sinon aussi, c'est important de justifier le TRL aussi, comme j'en ai parlé. Donc, TRL 4 à 7, c'était pas un hasard, c'était vraiment pour avoir la portée commerciale assez rapide. Aussi, pour ce qui est du calendrier, donc le projet est déjà lancé. Vous pouvez déjà contacter des chargés de compte pour déposer un projet ou pour monter un projet avec eux pour le premier dépôt. Le premier dépôt, c'est le 1er mars 2024, 17h, heure de l'Est. Comme c'est un concours, on est quand même assez à cheval sur ces heures-là. Si vous n'avez pas, en fait, fourni une ébauche de projet avec un budget en cette date-là,
on ne pourra pas prendre votre candidature. Quand on parle de premier dépôt, c'est de voir une ébauche et de voir grandement les sections à peu près toutes remplies avec un budget qui est quand même assez réaliste. Mais pour le dépôt final, c'est vraiment avec l'énoncé de projet tout peaufiné, avec les échanges avec les chargés de compte pour peaufiner la demande. Le dépôt final va être le 15 mars 2024, donc 17 heures, heure de l'Est également. Ça aussi, on va être assez rigide par rapport à ça. Si il vous manque la signature, vous déposez le projet, mais il vous manque la signature ou vous déposez le projet le 16 mars, on ne pourra pas prendre votre candidature vu que c'est un concours. Euh, mais je vous conseille quand même si le premier dépôt est le 1er mars, dans un mois, je vous conseille quand même si vous avez l'énoncé de projet en bullet point, puis vous avez quand même des questions, de tout de suite l'envoyer à votre chargé de compte, en fait, parce que le but, c'est vraiment de vous accompagner au maximum. Donc, tu sais, il y a quand même juste 2 semaines entre le 1er mars et le 15 mars. Le plus tôt possible, c'est être capable d'envoyer les ébauches. Le plus rapidement possible, nous, on va pouvoir rebondir, vous envoyer des commentaires, vous dire, telle chose, il va falloir avoir plus de références, etc., etc. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, on a notre comité d'évaluation le 11 avril 2024. Euh, Pendant ça, il va y avoir aussi les projets qui vont être évalués, mais aussi on va évaluer votre situation financière. Donc, on va vous demander aussi de fournir des états financiers et des projections financières pour les 2 prochaines années. C'est relativement standard dans l'écosystème là, lorsqu'on reçoit de l'argent directement dans une entreprise, de demander ces documents-là pour s'assurer que l'entreprise est capable de mener le projet à bien malgré avec la subvention. Donc, comité d'évaluation le 11 avril. Euh, Soyez alerte dans cette période-là parce que les évaluateurs de notre comité ont le droit de poser des questions et de poser des questions, de demander des clarifications par rapport au projet. Ce processus-là donne une chance aux entreprises, en fait, si ce n'était pas complètement clair dans la demande, ben, en fait, les évaluateurs ont le droit de poser des questions. Les équipes doivent réagir assez rapidement dans les 5 jours ouvrables pour envoyer les réponses à ces demandes de clarification-là. Donc, à la place que votre projet ne passe pas d'emblée parce que ce n'est pas nécessairement complètement clair, on vous donne quand même la chance de répondre à des questions des évaluateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même assez des délais entre les dépôts finaux, le comité d'évaluation, puis l'envoi des lettres de décision. Parlant de ça, c'est le 17 mai 2024, l'envoi des lettres de décision. Euh, donc, voilà. Ça fait le tour du contenu de la présentation. Je sais que je parle un peu vite, un peu désolé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais tâcher d'y répondre. Je vois déjà une question. Donc, est-ce que les institutions CHU, universités, cégep font partie du 30%? Oui, ça fait partie des offres de services. Donc, c'est important d'avoir cette offre de service-là signée lors du dépôt final qui va être le 15 mars. Et c'est pas mal ça. Ça peut être aussi des stages mi-tax en fait, avec ces centres-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'audience? En fait, c'est pas le total de chaque centre. La question, en fait, c'est est-ce que le total de chaque centre ne doit pas dépasser ce 30% du budget total? C'est le total de tous les centres, en fait. Tous les offres de services confondus ne doivent pas dépasser 30% du budget. Donc, si vous avez 2 offres de services, un mi-tax avec un centre académique et une offre de service d'un consultant externe, en fait, le but, il faut que tous ces offres de services-là totales, les dépenses externes, en fait, doivent rentrer dans le 30%. Ensuite, on a une autre question. Peut-on avoir accès à l'enregistrement de la présentation? Oui, l'enregistrement va être disponible éventuellement avec le slide deck aussi. Au niveau des stagiaires mi-tax à l'interne, est-ce que ça doit rentrer dans le 30%? Euh, Normalement, oui. En fait, je vais vous revenir là-dessus, mais normalement, oui, ça doit rentrer dans le 30% vu que mi-tax, il doit quand même y avoir une portion universitaire là, inclus dans les stages. Une autre question, quelle est la démarche et le temps que cela prend pour créer un compte MedTech Plus et avoir un chargé de compte attitré? En fait, notre processus d'adhésion même pour devenir membre en fait chez MedTech Plus est relativement simple.
juste nous contacter, puis on va vous mettre en contact avec la bonne personne. Vous pouvez déjà directement le faire en ligne, mais sinon, on peut vous accompagner. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir la rencontre avec le chargé de compte, mais ça l'aide déjà parce qu'en fait, lorsque vous devenez membre, on vous assigne un chargé de compte, puis ce chargé de compte-là va vous suivre, pas juste pour cet appel-là, mais pour tous vos autres besoins qu'on est capable, en fait, de- d'adresser. Ensuite, on a avec l'inscription Mettez Plus, il n'y a aucun moyen de passer l'étape 2 organisation à ce stade. En fait, non, le but, si je comprends bien la question, là, l'étape 2 de organisation à ce stade, le but, c'est vraiment d'avoir au moins une rencontre avec le chargé de compte pour s'assurer que l'ampleur du projet va rentrer dans les critères pour demander. On ne pouvez pas simplement devenir membre et on vous envoie le formulaire, là. Puis, c'est pas obligé d'être des rencontres de 2 heures. Ça peut être une rencontre de 30 minutes juste pour voir si le projet va être éligible ou pas. Puis après, on vous envoie, puis ça peut être des échanges courriels après par la suite. Là, le processus est quand même assez simple. Une prochaine question. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'approbation officielle. Ceci traduit par le projet de 7 mois et non de 9 mois. En fait, comme c'est des projets de R&D, puis que vous avez quand même déjà des employés, tout ça, vous êtes capable de commencer le projet avant les lettres d'approbation. C'est sûr que c'est quand même un, un gamble, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, la date admissible des dépenses, c'est le 1er avril, même si c'est seulement le 17 mai que vous allez avoir les lettres officielles. En fait, ça va être rétroactif. Si vous avez l'octroi le 17 mai, vous êtes capable de rentrer le salaire des employés qui vont travailler sur le projet de manière rétroactive jusqu'au 1er avril. Fait que c'est vraiment du 1er avril au 31 décembre. Même si les lettres d'octroi sont plus tard, c'est une très bonne question. Désolé pour la confusion. Une autre question, quel est le budget total? Combien de projets à 300 000 peuvent être choisis? En fait, on a une enveloppe finie, donc ça va être de 5 à 6 projets qui vont être choisis. Dépendamment aussi de l'ampleur des projets. Des fois, ça se peut que les projets ne vont pas caper ça se peut qu'on octroie plus de projets vu que les projets ne vont pas nécessairement maximiser l'enveloppe parce qu'il faut quand même fournir pour les PME au minimum 25% en cash. Prouver que vous êtes capable de fournir 25% en cash durant la durée de votre projet et 50% pour les grandes entreprises. Sinon, j'aimerais juste rajouter que si c'est pas grave, si vous avez des questions quand même qui vous viennent après ce webinaire, vous pouvez toujours envoyer des questions à la boîte projet, donc projet@medtech.ca. Et en fait, on va avoir un FAQ qui va être disponible après avec toutes les questions qui vont avoir été répondues durant le webinaire et aussi par courriel. Donc, on va essayer de maintenir le FAQ à jour. Donc, vous êtes capable de voir si vous avez des questions, peut-être juste regarder le FAQ une fois qu'il va être disponible. Des fois, ça se peut que votre question soit déjà là. Est-ce que les salaires des dirigeants qui seront impliqués à 100% sur le projet sont admissibles? En fait, comme c'est des dépenses en R&D, la question c'est oui, avec un petit bémol. Ça pourrait pas être. En fait, il faut qu'il soit vraiment impliqué à 100% dans le projet, comme vous dites. Euh, le CEO, je le vois peut-être moins, le CEO, mais peut-être le CSO, le Chief Scientific Officer, en fait, le, le directeur scientifique du projet, s'il est vraiment hands-on dans le projet, s'il vraiment il met la main à la pâte, excusez-moi, dans le projet, en fait, son salaire va pouvoir être dans la proposition, dans le budget. Parce on est conscient que souvent vous opérez, les PME sont souvent des startups, tout ça, puis il n'y a pas beaucoup nécessairement d'employés. Donc, des fois, les dirigeants vont s'impliquer dans le projet, donc dans ce cas-là. Oui. Une autre question, mais est-ce que le CSO doit être un PhD? Pas nécessairement un PhD. Quand on parle de personnel hautement qualifié, oui, il peut être un PhD, mais dépendamment de la maturité de, de la startup, en fait, s'il rentre dans la catégorie puis que le TRL est assez élevé, là, le CSO pourrait être un master, ça pourrait arriver, et ça arrive des fois dans les startups. Je prends par exemple là, des solutions digitales que le TRL avance relativement vite. Des fois, il y a des cofondateurs qui ne sont pas nécessairement des PhD et c'est correct.
aussi. On parle de personnellement hautement qualifiés, mais c'est pas nécessairement juste au niveau de la formation, mais au niveau de l'expérience aussi. Donc, ça va être important dans l'énoncé de projet. Ça va être important de mentionner en fait le CV de la personne, son expérience et sa pertinence. Donc, c'est là que vous êtes capable de justifier euh, la position de la personne. Euh, Ensuite, notre prochaine question, c'est est-ce que le maximum de 300 cas désigne le budget total du projet ou la partie couverte par Medtech Plus? C'est une très bonne question. Le 300 cas, c'est la subvention maximale. Donc, dans le cas d'un projet de PME, vu que c'est 75 le budget total va être de 400 000 et puis la subvention va être de 300 000. Quand c'est des grandes entreprises, ça va être 300 000, 300 000. Donc, c'est vraiment comme on part de base du pourcentage de subvention, 75 jusqu'à un maximum de 300 000 de subvention. Vos projets peuvent être plus grands, mais tout ce qui sort, en fait, en dehors de cette subvention-là de 300 000, toutes les autres dépenses doivent être couvertes à 100 par la compagnie. Par exemple, si votre projet de PME est de 450 000, la subvention va quand même être de 300 000, mais le 50 000 de plus va être couvert aussi. Ça va être 150 000 qui va être couvert par l'entreprise. OK. Ça peut faire le tour des questions, mais n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter là, via la boîte projet ou via votre chargé de compte si jamais vous avez d'autres questions. Donc, on va y répondre assez rapidement, là, considérant aussi que les dépôts vont être bientôt. Donc, comme j'ai dit tantôt, le FAQ va être disponible une fois qu'on va en finir les deux webinaires. Je vais prendre les questions de webinaire français et anglais. On va les mettre les disponibles sur le site web qui vont être mis à jour en fonction des questions qui vont être envoyées à la boîte projet. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis je vous souhaite une bonne journée.